Tout a commencé par ces mots, ce sera une soirée tranquille. Allez, c'est Marin qui organise ça. Il y aura des cocktails. Elle l'a dit comme une promesse, comme si c'était censé m'exciter. Mais j'ai déjà senti l'avertissement dans sa voix qui a monté d'un demi-ton sur le mot « cocktail », comme si ce seul mot pouvait me convaincre d'être sociable. Cambria faisait toujours ça. Elle a posé sa main sur ma poitrine, son regard sur mon visage, et a essayé d'adoucir l'idée de ses plans jusqu'à ce que je me sente comme le méchant d'avoir seulement hésité. Son ami Marin venait d'emménager dans un loft du centre-ville. Sans doute le genre d'endroit avec des murs en briques apparentes, un réfrigérateur rempli de jus bio hors de prix, et au moins un néon digne d'Instagram au mur. Cambria a dit qu'elle devait soutenir la nouvelle phase de Marin. Je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait, mais apparemment, elle incluait de montrer son bar à alcool et sa nouvelle bande d'influenceurs. Rien que ça aurait dû me retenir à la maison, mais Cambria m'a lancé un regard noir. Celle qui dit « tu me dois ça ». Même si je ne me souvenais plus très bien pourquoi. Elle avait planifié sa tenue tout l'après-midi. Une de ces robes en soie qui semblait taillée dans le même tissu qu'un rêve, rouge velours, moulant à tous les endroits qui faisaient tourner les têtes. Je l'avais vu l'essayer 2 fois, ajuster les bretelles, tourner devant le miroir avec ce sourire narquois qui me disait qu'elle savait déjà ce que ça faisait aux gens, ce que ça me faisait à moi. Quand elle a enfilé ses talons et m'a tendu mon manteau, j'ai su que j'avais perdu le combat avant même qu'il ne commence. Nous sommes entrés et je savais déjà que je m'étais trompé de pièce. La musique m'a frappé en premier. Une basse lancinante qui a fait vibrer le sol comme un second battement de cœur. Il y avait du monde partout. Le genre de personnes qui s'épanouissent dans les conversations anodines et les grandes impressions. Des chaussures brillantes, des sourires plus éclatants, des voix qui portaient au-dessus de la musique, mais suffisamment basses pour paraître importantes. Cambria portait cette robe comme si elle auditionnait pour quelque chose. Chaque geste était délibéré, chaque regard une performance calculée. Et moi, j'étais l'accessoire, la personne en plus qui portait les clés, le portefeuille, le signe invisible sur sa poitrine qui disait « pas l'événement principal ». Elle fit signe à Marin, qui tenait sa cour près de l'îlot central, entouré d'un groupe qui pétillait presque d'un charme artificiel. Marin portait une combinaison qui semblait coûter plus cher que mon loyer mensuel, un verre à cocktail dans une main, le téléphone dans l'autre. Elle me jeta un coup d'œil rapide, comme un rapide coup d'œil pour confirmer que j'étais toujours aussi banal que la dernière fois. Puis elle tourna son attention vers Cambria avec un cri d'excitation. Cambria s'illumina, son rire aigu et haletant comme un échauffement pour la performance qu'elle était venue donner. Je restais proche de la frénésie. C'est comme ça que toutes les tragédies commencent, non? Avec de la viande raffinée et du vin bon marché, un morceau de brie dans une assiette en carton, une gorgée de quelque chose de trop sucré dans un gobelet en plastique. Je regardais les gens tourbillonner autour de moi, les présentations s'écoulant comme des phrases d'accroche bon marché. Il y avait un type en t-shirt à col V profond qui se penchait trop près. Son eau de Cologne était un nuage suffocant qui me piquait les yeux. Une fille aux cheveux décolorés et un anneau dans le nez expliquait à quelqu'un comment elle venait de décrocher un contrat avec une marque de soins de la peau. Je n'ai qu'à poster une vidéo par jour, disait-elle, comme si le poids de cette responsabilité pouvait l'écraser. Je me demandais combien de temps il faudrait avant que le prix de cette peau la fasse douter de ce qui était réel et de ce qui n'était qu'un filtre. Je jetai un coup d'œil à Cambria de temps en temps. Elle était au centre de tout, riant, gesticulant avec son verre, la main posée sur le bras de quelqu'un, les yeux brillants de la promesse de ce que la nuit avait à offrir. Elle m'a surprise en train de l'observer et m'a lancé ce regard comme si j'étais une pensée après coup qu'elle avait presque oubliée. Elle s'est détournée avant que je puisse lire quoi que ce soit dans son expression. J'essayais de me convaincre que tout allait bien. Je savais que la soirée allait être bonne, mais la musique était trop forte et les rires trop aigus, comme des couteaux lancés dans tous les sens. J'avais l'impression que la pièce se refermait sur moi. Comme si chaque regard, chaque murmure, chaque scintillement de sa robe me rappelait ce que j'avais toujours soupçonné. Je n'avais rien à faire ici. Pas dans cette pièce, pas sous ces projecteurs. Quelqu'un m'offrit à boire. Une décoction dans un verre à pied avec un zeste d'orange flottant dedans comme une promesse noyée. Je la sirotais en faisant comme si ça n'avait pas le goût du regret. Le type au col en V se pencha de nouveau vers moi, me demandant si j'avais déjà vu le toit. C'est dingue, mec. Il faut voir la vue. Je secouai la tête, mais il ne remarqua rien. Il parlait déjà à quelqu'un d'autre, son sourire si large qu'il engloutissait la pièce. Cambria rejeta la tête en arrière et rit à une remarque de Marin.
Le son résonna dans ma poitrine comme une accusation. Je le sentis alors. De la même manière qu'on sent le tranchant d'une lame avant qu'elle ne fasse couler le sang. La prise de conscience que quoi que je fasse, je serai toujours celui qui se tiendrait près de la charcuterie, sirotant du vin bon marché, la regardant vivre une vie dont je ne faisais pas partie. Et c'est là que j'ai su que ce n'était pas mon soir. Peut-être que ça ne l'avait jamais été, mais je suis resté, parce que c'est ce qu'on fait quand on est complice. On reste, on sourit, on fait comme si la musique n'était pas trop forte, le vin pas trop sucré et les rires pas trop acerbes. On attend, parce que c'est comme ça que commencent toutes les tragédies avec de la viande raffinée et du vin bon marché. Et j'étais encore trop poli pour partir avant la fin du premier acte. On est à environ 1 heure. Elle a bu 4 verres et aucun repas. Je sirote la même bière que j'ai ouverte en entrant. Tiède maintenant. La mousse forme un triste anneau au sommet. Je n'arrive même pas à la finir. Mes yeux parcourent le bord de la bouteille. La condensation a séché en un anneau collant sur ma paume. La musique monte d'un cran, comme si la salle elle-même retenait son souffle en attendant le prochain acte. Une révélation grandiose qui va faire sauter le toit de ce loft et nous réduire en miettes. J'observe Cambria de l'autre côté de la pièce, les yeux brillants de vodka et d'attention. Elle parle à quelqu'un, un type avec 2 cheveux impeccables et un rire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Elle se penche, son bras effleurant le sien, le genre de penchant qui donne à l'autre l'impression d'être le seul qui compte au monde. Je connais ce penchant. Je le sais parce que j'en ai déjà été victime, mais ce soir, ce n'est pas pour moi. Quelqu'un derrière moi entame une conversation sur les relations, sur le test ultime de compatibilité, sur le fait que vivre ensemble peut vous faire ou vous détruire. J'essaie de ne pas écouter, mais leur voix tranche la musique comme des lames. Des mots comme partenariat et communication sont lancés comme s'ils étaient faciles, comme des meubles qu'on peut réarranger quand on s'ennuie. Et puis la voix de Cambria tranche tout. Aiguë et claire, une coupe de champagne levée à la main comme pour porter un toast. Elle ne me regarde même pas en disant cela. C'est en quelque sorte ma femme de ménage avec avantage. Bon pour récurer les toilettes et payer le loyer, mais bien trop ennuyeux pour autre chose. Un silence s'abat sur la pièce, comme si la musique s'était interrompue pour l'entendre. Certains rient rapidement, par éclat de nervosité qui s'estompe aussitôt. D'autres me fixent, les yeux écarquillés, comme s'ils attendaient de voir si je vais craquer. Mon visage rougit, la chaleur me monte au cou, et pendant une seconde, je ne sens plus mes mains. Je suis figé. La bouteille de bière dans ma main est comme une arme inutile. Le pire, ce n'est pas le rire. C'est le silence qui suit. La façon dont personne ne se précipite pour me défendre. La façon dont tous les regards, certains compatissants, d'autres cruels, se posent sur moi comme si j'étais un spécimen exposé. Je me lève pour partir. J'ai l'impression que mes jambes se déplacent dans la mélasse. À chaque pas, à chaque effort. La main de Cambria se tend et attrape mon poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau juste assez pour m'empêcher de bouger. Là, asseyez-vous, ordonne-t-elle d'une voix rayonnante du même rire cassant. Elle se tourne vers la pièce comme si j'étais la chute qu'elle gardait pour le moment parfait. Regardez, les gars. Ils n'osent même pas s'éloigner. Pathétique, non? Le rire est plus fort cette fois. Vrai, sec et mordant. Même le type aux 2 cheveux parfaits rit, même si ses yeux me fixent avec une pointe de pitié, ou peut-être de gêne d'être pris entre 2 feux. Je reste planté là, le poignet toujours dans la main de Cambria, mon cœur battant comme un tambour sourd et régulier qui semble résonner dans mes oreilles. Je pourrais m'écarter. Je pourrais partir. Mais quelque chose me retient cloué au sol. Peut-être la fierté. Peut-être le choc. C'est peut-être la froide prise de conscience qu'elle est comme ça. Et peut-être que je suis comme ça aussi. Celui qui reste. Celui qui prend. Celui qui attend que quelque chose, n'importe quoi, change. Elle lâche mon poignet, mais l'empreinte de ses ongles reste gravée en moi. Elle brandit mon portefeuille comme un trophée, un sourire étincelant sur son visage. Il est bon pour payer le loyer, lui aussi. Ne l'oublie pas, dit-elle d'une voix dégoulinante d'une douceur venimeuse. La salle rit à nouveau, certains sous le choc, d'autres de joie. Tous complices de ce spectacle de pacotille. Je souris non pas parce que je trouve ça drôle, mais parce que c'est le seul bouclier qui me reste. Je souris parce que c'est plus facile que la rage, plus facile que les larmes, plus facile que d'admettre la profondeur de la blessure. Je me rassieds, ma bouteille de bière intacte,
les mains tremblant juste assez pour que je doive les coincer entre mes genoux. La musique s'enflamme à nouveau, un rythme pop qui sonne comme une parodie de bonheur. Cambria reporte son attention sur sa nouvelle amie. La conversation coule comme si je n'avais jamais existé, comme si les 5 dernières minutes n'étaient qu'un bref instant dans sa performance. Je la regarde rire, la façon dont ses cheveux accrochent la lumière, la façon dont sa main repose délicatement sur son verre. Et je me demande combien de fois je l'ai laissé me faire ça. Combien de fois je l'ai laissé me rabaisser pour se sentir grande. J'attends, mais pas elle, mon moment. Parce que même maintenant, au milieu de cette humiliation, au milieu de cette vodka bon marché imbibée de projecteurs sous laquelle elle m'a jeté, je sais qu'un jugement va arriver. Je le sens au plus profond de moi. Je le sens à la façon dont les rires s'estompent et la musique prend le dessus, à la façon dont mon téléphone vibre dans ma poche comme une promesse. Je ne le regarde pas. Je n'en ai pas besoin, car je sais ce qui va arriver. Je la regarde. Je la regarde jouer. Son visage est un masque de charme et de rire facile. Ses yeux passent d'une personne à l'autre comme un projecteur à la recherche de la prochaine cible. Et je me demande si elle sait seulement ce qu'elle a fait, si elle s'en soucie seulement. Peut-être que oui. Peut-être que c'est sa façon de me dire exactement où j'en suis. Mais j'en ai assez de rester là. J'en ai assez d'être en arrière-plan. Je prends une longue inspiration, mon esprit cataloguant chaque instant, chaque mot, chaque rire qui a fait l'effet d'une gifle. Je les classe comme des reçus que je présenterai plus tard. La preuve de la dette qu'elle a accumulée dans mon cœur. Parce que je sais maintenant que c'est la dernière fois qu'elle me fera ressentir ça. La dernière fois qu'elle me tiendra le poignet et m'empêchera de partir. J'attends que la musique change, que la pièce respire, que les rires s'éteignent suffisamment pour que je puisse à nouveau entendre mes propres pensées. J'attends ce moment de calme parfait où le projecteur s'éloignera légèrement d'elle et où je pourrai m'en échapper. Ma dignité intacte, la tête haute, les yeux fixés sur la porte. Parce que ce moment arrive, et quand il arrivera, je serai prête. Pour l'instant, je la laisse faire son tour d'honneur. Je la laisse savourer les rires faciles et la chaleur des gens qui ne savent pas faire autrement. Je la laisse croire qu'elle a gagné. Parce que même dans cette pièce, même à cet instant, je sais quelque chose qu'elle ignore. Je sais que le jugement arrive toujours, et il arrive pour tout le monde, même pour elle, surtout pour elle. Et quand il viendra, je serai celle qui tiendra les reçus. De retour à la maison, elle s'écroule face contre terre sur le canapé sans se démaquiller. Ses talons abandonnés dans le couloir comme des promesses non tenues, son sac à main encore à moitié fermé, une traînée de reçus s'étalant sur le sol. L'odeur de son parfum flotte dans l'air, douce et piquante, un fantôme de sa présence qui s'accroche au coussin et au col de ma chemise. Je me tiens sur le pas de la porte et la regarde respirer. Chaque expiration est superficielle et insouciante, comme si le monde lui devait du repos après le spectacle qu'elle a donné ce soir. Je ne dis pas un mot. Je ne la réveille pas. Je contemple simplement les débris qu'elle a laissés derrière elle. Un verre taché de rouge à lèvres sur la table basse. Une paire de boucles d'oreilles emmêlées dans une serviette. Un verre à moitié fini figé en quelque chose qui ressemble à une déception. La musique résonne encore dans mes oreilles. Ce rythme pop aux promesses creuses. Et j'entends presque les rires résonner sur les murs. Son rire, tranchant et lumineux, le genre qui peut transformer une pièce en un abîme. Il m'a brisé ce soir. J'ai emménagé dans la maison comme un fantôme. Je ramasse ses chaussures une par une, les rangeant soigneusement près de la porte. Je rassemble les tickets de caisse, du magasin d'alcool, du salon de coiffure, de la nouvelle robe qu'elle a débitée sur ma carte sans me demander mon avis, et je les empile sur le comptoir. Son flacon de parfum est brisé dans le lavabo de la salle de bain. Du verre éparpillé comme de la glace sur la porcelaine blanche. Je le ramasse avec une serviette, en faisant attention à ne pas me couper, et le jette à la poubelle. L'odeur persiste, mais on dirait la dernière note d'une chanson trop longue. Je suis assis à la table de la cuisine, le poids de la nuit pesant sur mes épaules. L'écran de mon téléphone s'illumine de notifications manquées, quelques-unes d'amis, la plupart du travail. Je les fais glisser une à une, comme si les effacer pourrait aussi me vider la tête. J'ouvre mon application de notes, celle que j'ai commencée il y a des mois, quand j'ai senti la fissure dans nos fondations. Je fais défiler jusqu'en haut, jusqu'à la première ligne que j'ai écrite après cette nuit-là. Elle est rentrée à 3 heures du matin, sentant l'eau de Cologne d'un autre homme, et m'a dit que j'exagérais. Loyer, charges, courses, meubles. Ligne par ligne,
Je commence à lister tout ce que j'ai payé. Je tape chaque ligne sur l'écran avec une lente précision. Le fait de taper me semble une preuve, comme la preuve que j'existe et que j'ai fait ma part. Je récupère des emails avec les reçus en pièces jointes. Des paiements que j'ai effectués pour elle quand elle a dit qu'elle avait oublié, qu'elle était trop occupée ou que c'était ton travail, pas vrai? Je parcours des mois de relevés bancaires, surlignant chaque virement, chaque prélèvement automatique, chaque fois que je l'ai remplacé pour qu'elle puisse s'acheter une nouvelle robe, un nouveau rouge à lèvres ou un nouveau mensonge. Chaque reçu, chaque virement, chaque dette qu'elle a oubliée et que j'ai couverte en silence. Tout est là, noir sur blanc. Chaque chiffre est un minuscule rappel que j'ai porté ce poids seul. Je fais le total. Le total me fixe comme le verdict d'un juge. C'est un chiffre qui devrait lui faire honte, mais je sais que ce ne sera pas le cas. Le seul à ressentir cette honte, c'est moi. Dehors, le ciel commence à s'éclaircir. Une fine ligne grise à l'horizon promet un nouveau jour. Mais à l'intérieur, la maison semble lourde, comme si elle avait retenu son souffle trop longtemps. Je retourne au salon. Elle est toujours sur le canapé, les cheveux éparpillés sur l'oreiller comme une couronne, la bouche entr'ouverte, un petit ronflement s'échappant de ses lèvres. Je me demande à quoi elle rêve. Une nouvelle fête, une nouvelle amie, une nouvelle version de moi qui lui permettra de continuer à gagner. Je ne la réveille pas. Je ne lui dis pas que je m'en vais. Je reste là, à l'observer, mémorisant les traits de son visage, la courbe de sa mâchoire, la façon dont son rouge à lèvres s'étale sur sa joue comme une cicatrice de guerre. Je repense à la façon dont elle a tenu mon poignet ce soir, à la façon dont ses ongles se sont enfoncés dans ma peau, à la façon dont elle a souri comme si elle était l'héroïne de sa propre histoire et que je n'étais qu'une note de bas de page. J'en ai assez d'être sa note de bas de page. Je prends une douche, l'eau me brûle la peau jusqu'à ce que je sois rouge et à vif, comme si j'essayais de la nettoyer. Je m'habille avec les vêtements qui me ressemblent le plus. Un jean, un t-shirt en coton doux, la vieille veste en cuir qui a connu des jours meilleurs, mais qui me va toujours comme une seconde peau. Je m'assois une dernière fois à la table de la cuisine, fixant les chiffres dans mon application de notes, la somme de toutes les façons dont j'ai donné plus que reçu. Au lever du soleil, j'ai mesuré tout le poids de ce que je porte, et j'en ai fini. Je retourne au salon et la regarde dormir. Le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine. La façon dont sa main se contracte comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne trouvera jamais. J'ai envie de tout lui dire. J'ai envie de crier que j'en ai fini, que je m'en vais, qu'elle devra trouver quelqu'un d'autre pour être sa femme de ménage avec avantage. Mais les mots restent coincés dans ma gorge, épais et lourds, et je réalise qu'elle ne les entendrait pas de toute façon. Elle se retournerait et se rendormirait, le monde tournant autour d'elle comme toujours. Alors, je l'écris à la place. Un mot sur le comptoir de la cuisine, à côté de son téléphone, là où je sais qu'elle le verra en premier. J'en ai fini. Il est écrit, de ma propre écriture brouillonne. J'en ai assez porté. Trouve quelqu'un d'autre pour nettoyer tes toilettes. Je signe de mon nom, une dernière signature sur la vie que je laisse derrière moi. Je prends mon sac, celui que j'ai fait plus tôt, juste l'essentiel. Vêtements, outils, ordinateur portable, le canapé qu'elle n'a jamais aidé à soulever, le lit qu'elle n'a jamais fait. Mon estime de soi est meurtrie, mais toujours mienne. Je jette un dernier regard à la maison. Les photos au mur, le coussin qu'elle a acheté, la bougie qu'elle s'obstinait à allumer tous les soirs comme si elle valorisait cet endroit. Et je réalise que ce n'est qu'une scène, un décor qu'elle a construit pour se sentir importante. Je sors sans me retourner, la porte se refermant derrière moi avec un claquement définitif qui évoque la liberté. Le soleil se lève, le ciel se colore de touches de rose et d'orange, le monde s'éveille à un jour qui n'appartient qu'à moi. Je l'inspire. L'air frais emplit mes poumons. Et je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Fini les charades. Fini les rires à mes dépens. Fini le rôle de la femme de ménage avec avantage. J'en ai fini. Et tandis que je m'éloigne de la vie que j'ai construite pour elle, j'en construis une nouvelle pour moi. Un pas à la fois, un souffle à la fois. Parce que parfois, la sortie la plus silencieuse est la victoire la plus éclatante. Elle se réveille tard, la lumière de l'après-midi lui coupant le visage et des rayures qui la rendent plus fragile qu'elle ne l'admettrait. Ses cheveux sont en bataille. Son maquillage a coulé et un croissant sombre sous ses yeux. Son mascara a séché comme de vieux bleus. Elle cligne des yeux à plusieurs reprises, la confusion vacillant dans son expression comme une ampoule éteinte.
Burk, ma tête, gémit-elle en se frottant les tempes comme si elle était la seule à avoir passé une longue nuit. Elle regarde autour d'elle, remarque le sol dégagé, les chaussures soigneusement rangées, les éclats de verre disparus sur l'évier, et je vois la question se former dans son esprit. Qui a nettoyé ça? Mais elle ne demande rien, ne me remercie pas, ne hoche même pas la tête en signe d'acquiescement. Elle se tient juste debout, chancelante, pieds nus, et se dirige vers la cuisine comme si de rien n'était. Comme si hier soir n'était qu'une fête comme les autres, un autre spectacle, et que je n'étais que l'accessoire qu'elle avait oublié de ranger. Je suis déjà dans la cuisine lorsqu'elle entre en titubant, la voix rauque, « Tu as fait du café ?» L'audace de sa voix m'étouffe presque, mais je garde mon calme, mon expression posée. Je fais glisser une tasse sur le comptoir. Du café noir, sans sucre, comme elle l'aime. Je me demande si elle se souvient seulement que je connais ces détails. Elle prend la tasse sans me regarder dans les yeux et boit une gorgée, le visage crispé par l'amertume. « Oh mon Dieu, c'est tellement fort !» murmure-t-elle, et je manque de rire. Je suis presque en train de lui rappeler que je le fais toujours fort, que ça fait des mois qu'elle n'a même pas pris la peine de se servir sa propre tasse. Mais je ne dis rien, car ça n'en vaut plus la peine. Elle rabâche la soirée d'avant, à quel point c'était fou, combien de personnes ont adoré sa robe, à quel point le nouvel appartement de marin est fou. Elle ne mentionne pas ce qu'elle a dit sur moi, sur le fait d'être sa femme de ménage avec avantage. C'est comme si cette partie de la soirée n'avait jamais eu lieu dans sa version. J'acquiesce, la mâchoire serrée, chaque mot qu'elle prononce est comme une petite pierre jetée dans un seau déjà trop plein. Elle me demande si je me souviens bien de la nuit dernière, la voix faussement inquiète. Je scrute la mienne comme pour trouver des failles dans lesquelles elle pourrait se glisser. « Tu t'es bien amusé ?» demande-t-elle comme si elle cochait une case. J'acquiesce de nouveau, car à ce stade, dire la vérité serait peine perdue. Cet après-midi-là, pendant qu'elle est sous la douche en train de se laver la veille, je commence à déplacer des choses silencieusement, méthodiquement, comme un homme accomplissant une tâche qu'il a répétée 1000 fois dans sa tête. J'envoie un texto à mon ami Lucas pour qu'il lui prête son camion, lui disant que j'ai besoin de déplacer des meubles, que j'ai besoin de son aide, mais pas de ses questions. Il répond instantanément. Sans jugement, sans curiosité, juste un simple « ouais, mec ». Tout ce dont tu as besoin. Et c'est le genre d'ami auquel on s'accroche quand le reste de sa vie commence à s'écrouler. J'ouvre le placard, je sors mes vêtements des cintres et je les plie soigneusement dans mon sac de sport. Les chemises que j'ai achetées en solde. Les jeans qu'elle trouvait trop simples. La veste qu'elle a toujours détestée parce qu'elle me donnait l'air d'un mécanicien. J'emporte tout ça. Puis mes outils, ceux avec lesquels j'ai réparé tout ce qui était cassé ici, y compris l'évier. Elle n'a jamais appris à déboucher. L'étagère qui s'est effondrée sous le poids de ses trop nombreux sacs à main. La poignée de porte qu'elle a claqué si fort qu'elle en a fissuré le cadre. Ces outils m'ont toujours semblé être les miens. Un rappel que j'ai construit des choses que je répare, même quand je ne pouvais pas nous réparer. J'ai emballé l'ordinateur portable qu'elle empruntait trop souvent pour ses petits boulots qui ne rapportaient rien. J'ai débranché le routeur, celui que j'avais installé parce qu'elle n'avait jamais trouvé comment le faire fonctionner toute seule. J'enroule les câbles et les mets dans le sac. Le canapé. J'en ai payé le prix jusqu'au dernier versement. Elle a insisté pour prendre le modèle chic avec le salon de chat parce que ça impressionnerait les gens, mais c'est moi qui l'ai porté dans l'escalier, une marche à la fois. La sueur me perlait aux yeux tandis qu'elle répondait aux appels de sa mère et se vantait de notre ascension sociale. Je me dirige vers la chambre. Je prends le lit, le mien, même si elle le revendiquait lors des disputes. Même si elle s'y affalait comme si elle en possédait chaque centimètre carré. Je me souviens du soir où on l'a eu. Comment on s'est allongé sur le matelas emballé et on a ri de l'idée de prendre un nouveau départ. Je me souviens avoir pensé que c'était peut-être le début de quelque chose de réel, de solide. Mais j'avais tort. Elle s'intéressait toujours plus aux apparences qu'aux fondations. Pendant que je fais mes valises, elle est encore sous la douche, chantant une chanson pop avec cet enthousiasme mitigé qui ressemble à la voix de quelqu'un d'autre. Je m'arrête un instant à l'écouter, essayant de me souvenir s'il y a eu un moment où j'ai voulu l'entendre chanter. Je ne le trouve pas. Elle ne remarque pas quand je porte le premier chargement jusqu'au camion ou le deuxième. Elle est trop occupée à poster des photos de fête avec des légendes filtrées, genre, que le vernis à ongles scintille. L'audace pue, mais me fait aussi rire. Même maintenant, même après m'avoir humilié devant des inconnus, elle pense aux likes et aux commentaires. C'est peut-être tout ce à quoi elle pensait. Je laisserai un mot sur la table.
Pas de longues explications, pas d'adieu larmoyant, juste la vérité écrite de ma main. À toi de jouer. N'oublie pas les toilettes. C'est la seule chose qu'elle comprendra. Les tâches que j'ai effectuées et qu'elle n'a jamais remarquées. Les sacrifices que j'ai faits et qu'elle a transformés en blagues. Je reste un instant devant la porte. Les clés à la main. À fixer les murs que nous avons peints ensemble. Ces mêmes murs qui, m'a-t-elle dit un jour, faisaient de cet endroit un foyer. Mais ce n'est plus mon foyer. Peut-être que ça ne l'a jamais été. Je prends une grande inspiration, laissant le poids de tout cela retomber dans ma poitrine. Je repense aux nuits passées à ranger après elle. Aux matinées passées à réparer ses erreurs. Aux après-midi passés à me demander ce que j'avais fait de mal. Et puis je pense à demain, à la possibilité de vivre sans elle, de ne plus être la femme de ménage avec avantage, de ne pas avoir à expliquer pourquoi je suis resté si longtemps. Elle sort de la douche, une serviette enroulée autour d'elle comme un bouclier, les yeux écarquillés en voyant les espaces vides où se trouvaient mes affaires. « Mais qu'est-ce que tu fous » demande-t-elle d'une voix sèche, la panique s'insinuant. Je croise son regard pour la première fois de la journée, et je le vois. La peur, la confusion, une lueur de réalisation que peut-être cette fois je ne reviendrai pas. Passer à autre chose, dis-je d'une voix ferme, plus forte que je ne le sens. J'en ai assez de jouer. Les femmes de ménage, elles ouvrent la bouche pour protester, pour expliquer, pour argumenter, mais je ne lui en laisse pas l'occasion. Je sors, la poignée froide dans ma main, son poids familier et pourtant soudain léger. Dehors, Luc attend près du camion, les bras croisés, me scrutant du regard comme s'il s'assurait que j'allais bien. J'acquiesce et il ne pose pas de questions. Nous chargeons le dernier carton et, tandis que le camion s'anime en grondant, je jette un dernier coup d'œil au bâtiment. Elle se tient sur le seuil, une serviette serrée contre sa poitrine, la bouche ouverte. Mais les mots ne viennent pas. Je ne les attends pas. Je n'en ai pas besoin. J'en ai assez entendu. Le soleil se couche, le ciel se pare de rose et d'or. Le monde se détend. Je laisse le camion m'emmener. Chaque kilomètre me sépare de la vie que je laisse derrière moi. Et pour la première fois depuis trop longtemps, j'ai l'impression d'avancer vers quelque chose qui m'appartient. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui ne m'oblige pas à récurer les toilettes juste pour gagner ma place. Le lendemain matin, mon téléphone est illuminé comme un sapin de Noël. 20 appels manqués. Les parents de Cambria, sa sœur, son amie Rena. Je fixe l'écran, regardant les noms se répéter dans un incessant tourbillon d'inquiétude, de culpabilité et d'excuses maladroites. Chacun me rappelle que le réseau qui l'entoure se resserre, essayant de me retenir. Je ne réponds pas. Je ne sursaute même pas quand le bourdonnement se remet à vibrer. Au lieu de cela, je le laisse vibrer sur la table, témoignage silencieux de tout ce que j'ai donné sans qu'il ne le remarque. Le premier message vocal vient de sa mère, sa voix empreinte d'inquiétude comme le sirop qu'elle verse sur tout, sans jamais reconnaître le véritable poids de tout cela. « S'il te plaît, parle-lui » supplie-t-elle, comme si c'était moi qui lui avais jeté la première pierre. Je la revois assise dans ce salon surdécoré. Le même où j'ai un jour réparé son robinet qui fuyait sans même un merci, s'imaginant en gardienne de la paix pendant qu'elle sirote son gin de l'après-midi. Je le balais. Le deuxième est de sa sœur. Ce même vin suraigu qu'elle utilisait pour que je lui achète ses places de concert. Elle pleure. Elle ne le pensait pas. Elle est dans un sale état depuis ton départ. Je l'imagine assise sur le lit de Cambria, se vernit les ongles, parlant comme si c'était une émission de télé-réalité qu'elle racontait, pas ma vie. Elle a toujours été douée pour jouer sur les deux tableaux. Sœur loyale quand ça l'arrangeait. Juge discrète quand ça ne l'arrangeait pas. Une autre gifle. Et puis il y a Rena, l'amie de Cambria depuis la fac. Celle qui m'a toujours cru sur parce que je ne flirtais pas avec elle et que je ne la mettais pas mal à l'aise. C'est la seule dont la voix est douce, voire désolée. Tiens, regarde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est vraiment déchirée. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Je la vois presque. Ce petit froncement de sourcils qu'elle arbore quand elle essaie de reconstituer un puzzle qu'elle ne veut pas vraiment comprendre. Mais même sa voix est une trahison, car elle était là. Elle était dans cette pièce. Elle a entendu le toast de Cambria. Elle a ri aussi. Peut-être pas très fort, mais elle a ri. Je les parcours en silence. Mon pouce survole chaque message. Les noms se fondent en un seul.
La voix collective de ceux qui l'ont laissé me rabaisser. Qui ne lui ont jamais dit d'arrêter. Qui ont trouvé ça drôle avant que ça ne le soit plus. Mon estomac se serre. Je repense à chaque fois où je me suis mordu la langue pour garder la paix. Chaque fois où j'ai souri en voulant partir. Je repense à la facilité avec laquelle ils ont tous tourné la tête quand elle a brandi mon portefeuille comme un trophée. Je repense au fait qu'aucun d'eux n'a dit « ça suffit ». Puis je les bloque. Tous. Mon pouce bouge avec une finalité qui ressemble à une expiration. Chaque blocage est une petite rébellion. La mère de Cambria, sa sœur, Rena, même celles qui pourraient un jour réaliser ce qu'elles ont fait. Qu'elles restent dans le silence qu'elles ont contribué à créer. Qu'elles ressentent l'écho de leur propre rire. Un message de Cambria apparaît juste au moment où je termine. Reviens, s'il te plaît. Je ne le pensais pas. J'étais ivre. Je suis désolé. Les mots sont comme de la poussière. Des excuses sèches qui s'envolent au vent dès que j'essaie de les retenir. Je l'imagine en train de les taper, les mains tremblantes, peut-être. Ou peut-être porte-t-elle la même robe qu'à la fête. Du mascara qui coule tache encore ses joues. Je me demande si elle pleure, si les larmes sont vraies cette fois, ou si ce n'est qu'une nouvelle mise en scène. Ma poitrine se serre, une petite douleur qui me surprend, car une partie de moi se souvient encore de la nuit où elle s'est blottie contre moi sur le canapé, la tête sur mon épaule, murmurant que je la rassurais. Je me souviens des matins où elle me volait ma tasse de café et de la façon dont ses yeux s'illuminaient quand je lui apportais le petit déjeuner au lit. Je me souviens de la façon dont nous parlions de nos rêves, les siens plus grands que les miens, et comment je laissais les miens rétrécir pour faire place aux siens. Je me souviens de tout. Mais ensuite, je me souviens d'hier soir, de ses rires, de ses yeux braqués sur moi, du son de sa voix qui me frappait. Je me souviens de la façon dont elle serrait mon poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, son sourire éclatant et perçant. Je me souviens que personne ne l'arrêtait. Que personne ne s'en souciait. Et je sais maintenant que la douceur dont je me souviens ne suffit plus à me retenir. Je ne lui réponds pas. Je n'en ai pas besoin. Le silence entre nous est plus lourd que tous les mots que je pourrais écrire. Je mets le téléphone en mode avion. Un petit moment de grâce pour moi-même. Un moment de paix. Je m'assois dans le silence. Le seul bruit, le doux bourdonnement du réfrigérateur et l'écho de ma propre respiration. Je pense à toutes les fois où j'ai comblé les vides de sa vie. Payé les factures. Réparé les objets cassés, rattrapé les morceaux qu'elle avait laissés tomber sans même s'en rendre compte. Je pense qu'à chaque fois, elle n'a fait qu'agrandir le vide. Dehors, le ciel est clair et net. Le genre de matinée qui ressemble à un défi. Je me lève et m'étire, le poids de mes décisions s'installant dans mes os. Je suis seul maintenant, vraiment seul. Mais il y a aussi une certaine liberté là-dedans. Une chance d'être plus qu'une femme de chambre avec des avantages. Une chance d'être moi-même. Laissez-les appeler. Laissez-les supplier. Qu'ils se souviennent du rire qui a tout commencé. Je ne reprends pas. Je ne regarde pas en arrière parce que j'ai fait assez de parler pour une vie. Et ce silence, c'est le mien. Je suis à mi-chemin d'un petit déjeuner qui a un goût de carton lorsque le nom de Marin apparaît sur mon écran. Je le regarde pendant une seconde, le pouce plane sur le bouton de réponse comme s'il s'agissait d'un déclencheur chargé. C'est la dernière personne que je m'attends à tendre la main, mais la curiosité gagne. Je glisse mon pouce sur l'écran et porte le téléphone à mon oreille. Sa voix est hésitante, une tension maladroite qu'elle n'a jamais portée auparavant. Et dit-elle comme si elle demandait la permission de parler. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Tu es bien? Je ferme les yeux, laissant ces mots s'enfoncer comme une lente goutte de vin aigre. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Par exemple, je suis censé croire qu'elle n'a pas vu les bords de la performance de Cambria, qu'elle n'a pas attrapé la lueur dans ses yeux lorsqu'elle a tenu mon portefeuille comme un prix. Je veux rire de l'audace, mais il sort plutôt une toux sèche. Ouais, je dis enfin, ma voix stable. Je suis bon. Une pause. Le silence entre nous est suffisamment épais pour mâcher. D'accord. Elle respire, puis raccroche. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une tentative de filetage de prétendre qu'elle ne se tenait pas dans cette pièce et ne me regarde pas être coupée en morceaux. Je regarde le téléphone pendant une longue seconde avant de le déposer. Puis un autre message apparaît, cette fois de son père. Son nom me frappe comme un poing à l'intestin.
L'homme qui m'a toujours appelé solide. Qui m'a dit une fois que j'étais bon pour Cambria de cette manière condescendante qui m'a fait sentir comme laide. Cambria dit que vous l'avez laissé avec tout. Comment pourriez-vous? C'est ça. Non bonjour, non comment vas-tu? Juste une accusation pointue comme je suis celle qui a abandonné mon poste. Comme si je n'ai pas frotté toutes les toilettes et payé chaque chèque de loyer pendant que Cambria vivait comme une reine. Je regarde le message, une brûlure lente se levant dans ma poitrine. Mes doigts planent sur l'écran avant d'ouvrir le fichier que j'ai gardé sur mon téléphone pendant des mois. Chaque reçu, chaque transfert bancaire, chaque facture électrique et liste d'épicerie. Je fais défiler la feuille de résumé. Chaque ligne de comptabilité a besoin de la vie que j'ai construite pour elle. J'envoie tout. La feuille de calcul, la mathématique dure froide qui ne ment pas, loyer payé, utilitaire couvert, épiceries achetées, meubles livrés, par action toujours la semaine prochaine ou plus tard. Où pouvez-vous le gérer cette fois? J'ai frappé send. Aucune explication, pas de défense. Laissez les chiffres parler pour moi. J'attends une réponse qui ne vient jamais. Juste un appel téléphonique que je ne prends pas. L'écran du téléphone clignote une fois, deux fois, puis il fait noir. Je le laisse là, un témoin silencieux de sa lâcheté. 1 heure plus tard, Cambria texte. Les mots sont de petites choses fragiles qui se désespèrent du désespoir. Revenez. Parlons. Comme le rince le fait, et elle se rend finalement compte que j'étais moi qui le payais tout au long. Je l'imagine dans cet appartement, celui que j'ai porté sur le dos pendant des mois. Ces bougies de fantaisie scintillent comme des promesses bon marché. Les verres à vin que j'ai achetés parce qu'elle a dit qu'il l'avait fait sentir sophistiqué. Je la vois tenir le téléphone dans les deux mains, les pouces tremblants, le mascara taché de la nuit dernière encore sombre sur ses joues. Parlons comme si parler était notre solution. Je me souviens de chaque conversation qui s'est terminée par moi en s'excusant. Chaque combat qui a commencé avec ses yeux roulants. Chaque plaidoyer que j'ai fait qui s'est terminé avec ses hausser les épaules. Je me souviens qu'elle m'a dit que j'étais trop sérieuse, trop ennuyeuse, trop sûre. Je me souviens qu'elle a soulevé ce verre et m'appelant qu'elle était faite avec des avantages. Le rire faisant écho à mes os. J'ai fini de parler. Je regarde le texte jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Je fais défiler à travers ses photos, chaque sourire filtré, chaque fait de pause, chaque cocktail dans sa main comme un insigne d'honneur. Je vois les mêmes personnes qui ont ri avec elle, qui m'a vu s'estomper dans l'arrière-plan comme si j'étais né pour le faire. Je pense à la facilité avec laquelle ils sont tous retournés à leur vie. À quelle vitesse ils ont oublié le regard sur mon visage. J'ouvre mon application bancaire et je commence à canner chaque abonnement lié à mon compte. Les services de streaming dont elle avait besoin pour sa santé mentale. Les kits de repas qui sont apparus tous les jeudis, car c'est plus facile de cette façon. L'adhésion au gymnase qu'elle n'a jamais utilisé mais aime se vanter. Chacun une petite chaîne que je la laissais s'attacher autour de mon cou. Je les annule tous, un cliquet à la fois, un lien à la fois. J'annule la carte de crédit que je lui laisse utiliser pour les urgences. Celui qui a vu plus de ses vitesses de magasinage que toute crise réelle. Je vois la dernière charge, un nouvel ensemble d'oreillers à lancer, probablement celui qu'elle sert maintenant dans cet appartement vide. Et je ris presque, mais ce n'est pas drôle. C'est juste le dernier clou dans le cercueil de ce que nous étions. Un nouveau texte arrive. Pouvons-nous au moins parler du loyer? Je ne peux pas tout couvrir maintenant. L'honnêteté dans cette ligne, si brute, si transparente, me fait presque adoucir. Presque. Je l'imagine au milieu de cet appartement, les factures impayées empilées comme des accusations sur le comptoir. Elle voit enfin les fissures, celles que je répète depuis des années. Elle réalise enfin qu'elle ne sait pas comment maintenir cette vie ensemble par elle-même. Je regarde l'écran, ma poitrine serrée. Je pense aux nuits où je me suis assis à cette même table, la calculatrice à la main, étirant chaque dollar pour le faire fonctionner. Je pense à chaque fois que je couvrais pour elle, chaque fois que je disais, je l'ai juste pour maintenir la paix. Je pense à la façon dont chacun de ces moments s'est éloigné de qui j'étais. Je ne réponds pas. Je me tiens et je me dirige vers la fenêtre, la lumière en fin d'après-midi attrapant le verre et jetant des motifs fracturés sur le sol. Je respire profondément, l'air tranchant et propre dans mes poumons. Je suis libre maintenant. Libre des mensonges. Gratuit du loyer. Libéré de la femme qui m'a utilisé comme une chose jetable. Je laisse le téléphone reposer sur la table, silencieux et immobile.
Laissez-la trouver sa propre façon de payer le loyer. Laissez-la apprendre ce que signifie construire quelque chose sans que quelqu'un d'autre ne le tienne parce que j'en ai fait assez. Et cette fois, je ne paie pas ses erreurs. Nous avons eu ce chat de groupe d'amis partagé. Marin, Lévi, Jonah, deux autres dont les noms avaient commencé à s'estomper dans le bruit après trop de fêtes et trop de nuits où je me tenais au bord des conversations, hochant la tête et souriant pendant qu'ils parlaient des endroits que je n'avais jamais été, des emplois que je n'avais jamais voulu. Cela a commencé comme une bouée de sauvetage, un moyen de rester connecté après l'université, mais quelque part le long de la ligne, il s'était transformé en scène pour que Cambria se produise. J'avais séjourné principalement hors de la politesse, répondant avec des émojis et des lol à timide enthousiasme qui m'ont fait sentir que je jouais le rôle de quelqu'un d'autre. Après mon départ, le chat s'est allumé comme une tente de cirque. Marin publie des selfies de nouveaux restaurants. Lévi partageant des vidéos de son chien portant des lunettes de soleil. Cambria, bien sûr, publiant des mèmes comme rien ne s'était passé, comme si elle ne m'avait pas inversé devant les mêmes personnes qui doublent maintenant ses photos. Chaque fois que son nom allumait mon écran, mon estomac s'est tourné. J'avais lu ses messages, ceux qui ont commencé avec « Et les gars, devinez quoi ?» et s'est terminé par des points d'exclamation et des émojis cardiaques. Je me demandais si elle avait une idée de ce qu'elle avait fait. Peut-être qu'elle l'a fait. Peut-être qu'elle s'en fichait. C'était un mardi soir où j'ai décidé que c'était assez. Je faisais défiler mon téléphone lorsque je sur la télévision en sourdine. L'autre sur ce chat. Elle vient de publier une photo d'elle dans un bar sur le toit, ses bras autour de deux des personnes qui ont ri le plus durement quand elle m'a appelé, fait avec avantage. Sa légende était quelque chose comme « vivre ma meilleure vie ». Je pouvais presque entendre sa voix, cette douceur aiguë qui se sentait toujours à une décembre de la cruauté. Quelque chose en moi s'est déplacé alors. Quelque chose qui ressemblait à une colonne vertébrale qui poussait dans un endroit, je la laissais creux pendant des années. J'ai fait défiler cette nuit-là à la vidéo que j'avais sauvée. Celui que quelqu'un avait filmé de son lancement de ce verre. Son sourire trop brillant, sa voix trop bruyante. Il est essentiellement ma femme de chambre avec des avantages. Le rire, mon visage, son sourire. Tout cela a pris une caméra tremblante. La preuve de ce qu'elle avait fait. J'ai ouvert le chat de groupe et commencé à taper. Mes pouces ne tremblaient pas. Mon cœur ne coulait pas. Je me sentais calme, délibéré, comme un chirurgien avec un scalpel. Fabriqué avec des avantages, mais trop ennuyeux pour autre chose. J'ai joint la vidéo, appuyé sur send et je me suis assis. Les points de frappe ont commencé immédiatement. 3 points, puis reparti, puis remonte à nouveau. Comme s'ils ne savaient pas quoi dire, comme s'ils se voyaient tous pour la première fois dans un miroir dont ils ne pouvaient pas détourner le regard. Le silence s'étendait plus longtemps que je n'aurais vu dans ce chat. Même Lévi, le roi de trop de cadeaux, n'a rien envoyé. Enfin, Jonah a envoyé un message, « Mec, tu es bien ?» J'ai regardé son message. La façon dont les mots étaient assis là comme des excuses qui ne l'étaient pas. Le même Jonas qui m'a plongé dans le dos cette nuit-là et a chuchoté, « Elle plaisante, mec. » Le même Jonas qui a ri quand elle a agité mon portefeuille en l'air. Je me demandais s'il s'inquiétait pour moi ou s'inquiétait pour lui. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai regardé le chat remplir avec des points de frappe qui ne sont jamais devenus des mots. Une danse numérique de personnes essayant de comprendre de quel côté ils étaient. J'ai imaginé Cambria dans son appartement, le téléphone à la main, son sourire vacillant en réalisant que j'avais pris le rire et que je l'ai rejeté sur lui. J'ai imaginé sa panique, ses doigts en faisant défiler, en supprimant, en réécrivant, en essayant de sauver une version d'elle qui ne ressemblait pas au méchant dans sa propre histoire. Mais je n'étais plus sa femme de chambre. Je n'allais pas nettoyer son désordre. Le chat est resté silencieux après cela, comme une fête qui s'est terminée trop tôt. Tout le monde est parti debout avec des lunettes vides et nulle part où aller. J'ai ressenti un étrange sentiment de paix en les regardant patauger, leurs plaisanteries soigneusement organisées craquant sous le poids de la vérité. Pour une fois, je n'étais pas celui qui était humilié. Pour une fois, ils ont été forcés de la voir sans les projecteurs qu'elle avait toujours exigés. J'ai quitté le groupe. Un clic, disparu. Le moment était plus léger que ce à quoi je m'attendais, comme laisser tomber une pierre que je ne savais pas que je portais. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais répondu à ces selfies avec un coup de pouce. Toutes les fois, je les ai regardés échanger des histoires sur moi comme si j'étais un inconvénient qu'elle avait apporté. J'étais celui qui est resté silencieux,
qui a joué bien, qui a gardé la paix. Mais plus maintenant. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville saignant dans le ciel nocturne. J'ai pensé à quel point c'était facile pour eux de rire avec elle. Comment aucun d'entre eux n'avait pensé vérifier si j'allais bien. J'ai pensé à la façon dont je me laissais devenir un personnage d'arrière-plan dans ma propre vie. En attendant toujours que quelqu'un d'autre me donne la permission d'exister. Plus maintenant. Mon téléphone bourdonne à nouveau. Un texte de Marin. C'était dur. J'ai presque ri. Dur? Comme si elle avait une idée de ce que Arch ressemblait. J'ai pensé à répondre. Peut-être que quelque chose comme « Vous pensez que c'est dur ?» Essayez d'être celui qui a nettoyé son vomi à 3 heures du matin pendant que vous publiez tous des selfies. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'elle ne comprendrait pas parce qu'aucun d'eux ne le ferait. Alors je l'ai laissé reposer là. Je laisse le silence pendre lourd parce que parfois la meilleure vengeance ne crie pas ou ne se bat pas ou même explique. Parfois, il s'éloigne et laisse la vérité parler. J'ai ouvert la porte à l'air nocturne et je suis sorti. La brise fraîche s'enroulant autour de moi comme une promesse. Je l'ai respiré en profondeur. Le poids des vieilles amitiés et des faux rires tombant à chaque expiration. J'avais passé trop longtemps à attendre qu'il me voie. J'avais passé trop longtemps à la laisser me définir. Plus maintenant. La ville fredonnait autour de moi, vivante avec possibilité. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme si j'en faisais partie. Un homme sans plus de dettes à payer, plus de parties pour y assister, plus de chats de groupe pour effectuer. Juste moi, ma propre voix, ma propre vie. Et en descendant le trottoir, téléphone silencieux dans ma poche, j'ai réalisé que le chat de groupe n'était pas la seule chose que j'avais laissée. J'avais laissé la version de moi-même qui avait besoin de leur approbation, de leur rire, de leur miette d'acceptation. J'en avais fini avec tout. Fait avec la scène, fait avec les masques, fait d'être la femme de chambre avec des avantages. J'étais libre et je vivais enfin ma propre vie. Son propriétaire m'appelle le lendemain, son nom clignotant sur mon écran comme un avertissement que je ne peux pas ignorer. Je me souviens de l'avoir rencontré une fois, un petit homme avec trop de colonnes et une poignée de main qui ressemblait à une réflexion après coup. À l'époque, il avait pratiquement buissillé sur le sourire de Cambria, me disant à quel point j'étais un gars chanceux, qu'elle était une vraie prise. J'avais hoché la tête, faisant semblant d'être d'accord parce que j'étais trop fatigué pour expliquer que sa définition de Lucky est venue avec sa propre chaîne invisible. Il ne se soucie pas des plaisanteries. Et mec, écoute, dit-il, sa voix un mélange d'impatience et de sympathie forcée. Cambria a à nouveau raté le loyer. Je peux entendre le clic de son clavier alors qu'il parle comme s'il était déjà à mi-chemin en rédigeant un avis d'expulsion. Je m'arrête, laissant ses mots s'enfoncer. Elle a manqué le loyer. Je demande, même si je sais déjà. J'attendais cet appel. J'attendais le moment où elle devrait se tenir debout sur ses 2 pieds. Ouais, il soupire. Le son de quelqu'un qui a eu cette conversation trop de fois. Et vous êtes celui qui a signé le bail. Légalement, vous êtes toujours sur le crochet. Ma poitrine se resserre. La douleur familière de la responsabilité appuyant contre mes déchirures. J'avais signé le bail parce qu'elle ne pouvait pas être approuvée par elle-même. Son crédit était un gâchis, ses références inégalées au mieux, mais elle avait frappé Cécile et avait promis qu'elle s'en occuperait. Et je l'ai cru. Je croyais à la version d'elle qui existait dans les petits moments calmes où la fête était terminée et c'était juste nous sur le canapé, la tête sur mon épaule, chuchotant qu'elle ne pouvait pas le faire sans moi. Mais c'était un mensonge. Juste une autre performance. Maintenant, je dis, ma voix ferme, les mots goûtant comme la liberté. J'ai donné un avis. La location se termine vendredi. Elle a eu beaucoup de temps pour le comprendre. Il est silencieux un instant, scannant probablement son écran, voyant probablement le paiement final que j'ai fait, celui qui couvrait les 2 derniers mois, afin qu'elle puisse comprendre sa vie. Elle a jusque-là, marmonne-t-il après ça. Eh bien, vous savez comment ça se passe. Je hoche la tête même s'il ne peut pas me voir. Ouais, je dis. Je sais. Nous raccrochons, la ligne en cliquant sur la mort comme une porte qui claque. Je pose le téléphone et le regarde. Le boîtier en plastique attaché d'empreintes digitales de toutes les fois où je l'ai tenu pour elle. A répondu aux appels qu'elle était trop occupée pour prendre. A fait des excuses pour les factures qu'elle était trop stressée pour gérer. Plus. Un texte passe.
Son nom en haut, les mots petits et pitoyables. Je suis désolé. Veuillez rentrer à la maison. Je ris presque. À la maison. L'endroit où elle s'est moquée de moi devant nos amis. L'endroit où mon nom est devenu une punchline. L'endroit où elle a laissé de la vaisselle sale au comptoir comme s'ils étaient le problème de quelqu'un d'autre. Je ne me souviens pas de la dernière fois que c'était comme à la maison. Peut-être que ça ne l'a jamais fait. Je fais défiler ses messages. La façon dont elle est passée de la colère à la plaidatrice de culpabilité en quelques jours comme un caméléon s'adaptant à tout ce qu'elle pense fonctionnera. Je suis désolé. Veuillez rentrer à la maison. Les mots coulent de désespoir. Et pendant une seconde, je l'imagine dans cet appartement. Bougie brûlant bas. Verre à vin taché de vieux rouge à lèvres. Les plantes que j'ai arrosées tombant maintenant dans le coin. J'imagine qu'elle faisait arpent le sol, téléphone à la main, son reflet la regardant de la surface brillante avec laquelle elle avait insisté pour décorer, mais je ne réponds pas. Je supprime le message. Ensuite, j'ouvre mon application bancaire une dernière fois juste pour m'assurer que chaque abonnement est annulé, chaque automatique s'est arrêté. L'adhésion au gymnase qu'elle n'a jamais utilisé mais a insisté pour garder des apparences. Le service de streaming qu'elle a affirmé l'a aidé à se détendre. La livraison mensuelle de masques de visage biologique qui est arrivée comme une horloge work mais qui n'a toujours pas été ouverte. Chacun un minuscule crochet qu'elle a déposé en moi. Chacun une petite réclamation sur mon temps et mon argent. Je les clique sur un par un, sentant la tension dans ma poitrine facilitée avec chaque écran de confirmation. Ensuite, je me lève et je me verse une tasse de café, l'odeur amère remplissant la pièce comme un tour de victoire. Je me penche contre le comptoir, regardant la ville prendre vie devant la fenêtre, les sons de la circulation et les bavardages tôt le matin s'échappant de la rue. Je me demande si elle est encore réveillée. 1 heure plus tard, le téléphone sonne à nouveau. C'est Marin cette fois, son nom brillait comme une accusation. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Alors c'est Lévi. Puis Jonas. Un par un, ils éclairent l'écran comme des feux d'artifice que je n'ai jamais voulu. Je les ai regardés aller et venir, chacun appelle un rappel qu'ils n'étaient jamais vraiment mes amis, faisant partie du public de son émission. Je sirote mon café et laisse tout s'estomper. Cet après-midi, un autre texte arrive. Cambria encore, cette fois un selfie. Ses yeux rouges, le mascara maculé, ses lèvres tirent dans une moue tremblante. Elle sert un verre à vin comme une bouée de sauvetage. Je suis désolé. Veuillez rentrer à la maison. Tu me manques. Je peux pratiquement entendre sa voix dans ma tête. La même chose qu'elle a utilisée quand elle voulait quelque chose de doux et de sucré trempé dans du miel et de la manipulation. Je me souviens comment ça travaillait sur moi. Comment je laisserais tout laisser tomber pour m'assurer qu'elle allait bien. Comment je nettoyais les dégâts qu'elle a fait parce que je pensais que c'était ce qu'était l'amour. Mais maintenant, cela ressemble à du bruit. Je pose le téléphone et je marche jusqu'à la fenêtre. La lumière se déplaçant à travers les stores comme l'or fracturé. Le monde se sent plus grand sans elle, comme s'il y avait de la place pour respirer. Je pense aux choses que j'ai laissées. Son rire, ses attentes, son chaos soigneusement organisé et se rendre compte que chaque étape d'elle ressemble à un pas vers moi. J'entends un coup à la porte, un son doux et hésitant qui se sent à sa place dans l'immobilité. Je gèle, ma main sur le comptoir, le souffle pris dans ma gorge. Un autre coup, plus fort cette fois. Je traverse la pièce et regarde à travers le coup de pied. C'est elle. Elle se tient là dans un sweat à capuche, celle qu'elle portait le dimanche matin lorsqu'elle a fait semblant d'aimer-le. Calme. Ses cheveux sont tirés vers l'arrière, ses yeux écarquillés, ses lèvres tremblantes. Elle tient un sac d'épicerie comme une offre remplie de vins bon marché et probablement les mêmes collations pour lesquelles elle a toujours oublié de payer. Je peux presque sentir le désespoir sur elle. Je n'ouvre pas la porte. Au lieu de cela, je la regarde à travers le verre, son visage passant de l'espoir à la confusion à quelque chose comme la résignation. Elle attend, se balançant sur ses talons, regardant son téléphone comme si cela pourrait la sauver, mais ce n'est pas le cas. Pas cette fois. Je texte à Lucas. Elle s'est présentée. Répond-il immédiatement. Vous voulez que je conduise ? Je regarde l'écran un instant, pesant la question. Une petite partie de moi veut qu'il vienne à côté de moi en tant que témoin de la fin de cela. Mais je sais que je n'ai pas besoin de lui. Pas cette fois. Je suis resserré. Non, j'ai ça. Elle attend un peu plus longtemps,
ses épaules s'effondrant, le sac glissant plus bas dans sa main. Elle regarde la porte une dernière fois, ses lèvres se séparant comme si elle voulait dire quelque chose, mais la porte reste fermée. Je reste silencieuse, et enfin, elle se retourne et s'éloigne, ses pas lentes, comme chacun lui coûte quelque chose qu'elle ne peut pas se permettre. Elle ne pleure pas. Elle ne crie pas. Elle part juste. Et je l'ai laissée parce que cette fois, j'ai fini de jouer le rôle qu'elle a écrit pour moi. Cette fois, je suis celui qui tient la broche. Vendredi arrive, le dernier jour du bail, le jour où j'avais fait le tour du calendrier avec une satisfaction tranquille qui ressemblait à la première bouffée de liberté en moi. C'est le jour où tout se termine officiellement. Je me réveille tôt, l'appartement toujours enveloppé dans cette fragile lumière du matin, et je sens le poids de tout s'enfoncer. Les mois que j'ai passés à patcher ensemble, les nuits où je me suis éveillé en me demandant comment j'étais arrivé ici. Mais aujourd'hui, l'appartement est vide. Mes affaires sont parties. Mon nom a frotté de la boîte aux lettres, ma voix ne fait plus écho à ces murs. Ce n'est plus ma maison. Ce n'était jamais vraiment. Je me lève, je m'étire et laisse l'air remplir mes poumons. Ça a un goût de soulagement. Je me fais un café, noir, amer, honnête, et je le sirotais lentement pendant que je regarde la ville prendre vie devant ma fenêtre. La rue ci-dessous est déjà occupée. Les gens se déplacent comme ils le font toujours. Leur vie fredonnant avec ou sans moi. Je me rappelle que ça va. Le monde continue de tourner même lorsque le vôtre s'arrête. Mon téléphone bourdonne une fois à deux fois. Un message de Lucas. Vous bien? Je tape en retour. Ouais, elle a jusqu'à ce soir. Après cela, ce n'est pas mon problème. Il ne répond pas, et c'est bien. Il me connaît assez bien pour comprendre que parfois le silence est un cadeau. Les heures passent dans un flou. Je me tiens occupé. Luide, trie à travers des boîtes, je dois encore déballer dans mon nouvel endroit. Ouverture d'enveloppe qui attendait sur ma table de cuisine. De temps en temps, mon esprit dérive vers elle. À la façon dont elle a regardé hier soir la fête, à la façon dont elle a souri quand elle m'a appelé sa femme de chambre avec des avantages, à la façon dont elle a agité mon portefeuille dans les airs comme si c'était le sien. Je me demande si elle a pensé à ce moment, si elle l'a joué dans sa tête comme je l'ai fait. Probablement pas. Elle n'a jamais été un pour les regrets. L'après-midi se dérive du soir et le soleil est suspendu dans le ciel, peignant les bâtiments en or chaud qui ressemblent presque au pardon. Je suis assis sur le canapé, mon canapé, celui que j'ai réalisé de cet endroit morceau par morceau. Lorsque le coup arrive, il est doux au début, un robinet hésitant qui aurait pu être une erreur. Je m'arrête, la tasse de café à mi-chemin de mes lèvres et j'attends. Un autre coup, plus fort cette fois, plus insistant. Je pose la tasse, mon pouls ramassant comme un vieil ami que j'espérais ne plus jamais revoir. Je me tiens et je me dirige vers la porte, s'arrêtant pour jeter un coup d'œil à travers le trou de piment. C'est elle. Elle porte à nouveau ce sweat à capuche, celle qui se penchait sur ses épaules, celle qui la faisait paraître plus petite qu'elle ne l'était vraiment. Ses cheveux sont retirés en queue de cheval désordonnée, des yeux bouchés en rouge, du mascara maculé des larmes où leur manque. Dans sa main, elle tient un sac d'épicerie. Un de ces plastiques bon marché du magasin d'Amble. C'est bombé avec quelque chose. Peut-être du vin bon marché. Peut-être des collations. Peut-être que les souvenirs qui, selon eux, achèteront son chemin. Je me penche contre la porte, la regardant. Mon souffle prend la gorge. Pas du désir ou de l'espoir, mais du poids du moment. Ça y est, l'acte final. Elle jette un coup d'œil à la porte, ses lèvres se séparant comme si elle était sur le point de parler, mais aucun mot ne sort. Au lieu de cela, elle déplace le sac dans ses mains, ses phalanges s'élargissant avec l'effort. Ses épaules s'effondrent, la tête s'incline, et pendant une seconde, je vois la femme que je pensais avoir su. Celui qui avait l'habitude de rire avec moi les nuits tranquilles, qui se recroquevillait contre moi comme si j'étais le seul endroit sûr au monde. Mais cette femme est partie. Perdue contre le même rire qui résonnait à travers cette fête. La même blague cruelle qui m'a transformé en punchline. Je n'ouvre pas la porte. Au lieu de cela, je texte à Lucas. Elle est là. Il répond instantanément, « Vous voulez que je vienne ?» Je regarde son message, le pouce planant sur l'écran. Pendant un moment, je le considère. Je l'imagine se présenter, debout à mes côtés, sa force de réconfort silencieuse dont je ne savais pas que j'avais besoin. Mais alors je me rends compte que ce n'est plus qui je veux être.
L'homme qui a besoin de quelqu'un pour combattre ses batailles, l'homme qui attend la permission d'agir. Alors je tape, non, j'ai ça. Je la regarde à travers le coup de pied. La façon dont ses lèvres bougent comme si elle répétait les lignes. Elle déplace à nouveau le sac. Son visage un mélange de peur et d'espoir. Elle frappe une troisième fois, plus douce cette fois, comme si elle essayait de ne pas réveiller les voisins ou elle-même. Je laisse le silence s'étirer. Je l'ai laissé s'enrouler autour de nous comme une couverture de finalité parce que c'est la fin qu'elle a écrite au moment où elle a soulevé ce verre et s'est moquée de moi. C'est la conséquence de ses applaudissements. Elle attend un peu plus longtemps, ses yeux se précipitant au sol, son pied tapant un rythme anxieux sur le béton. Le sac glisse plus bas dans sa main, le plastique s'étendant comme s'il était sur le point de céder. Elle s'essuie dans ses yeux avec le dos de sa main, en sortant plus loin son mascara, et pendant une fraction de seconde, je me demande si elle est désolée. Vraiment désolée. Mais je me souviens ensuite chaque fois qu'elle a utilisé ce même look, chaque fois qu'elle a pleuré pour obtenir ce qu'elle voulait. Pas cette fois. Je suis immobile, mon cœur stable, mes mains calmes. Je la regarde tourner, les sacs se balançant comme un pendule à ses côtés. Elle s'éloigne sans regarder en arrière. Chaque pas une petite confession silencieuse. Elle ne revient pas et je ne vais pas la poursuivre. Je ferme les yeux. Expirer. Le bruit de ses pas s'estompe, remplacé par le bourdonnement de la ville. Moteur de voiture. Un chien aboyant au loin. Un bébé pleurant dans un appartement à proximité. La vie passe à autre chose. Je ramasse ma tasse de café, toujours chaude et je prends une gorgée. C'est amer et parfait, un rappel que je suis ici, je suis entier et je suis libre. Le coup à la porte n'était pas le début de quoi que ce soit. C'était la fin. Et dans cette fin, je trouve le début de moi. Je reçois une dernière lettre par la poste, manuscrite, de Cambria. Je le tiens entre mes mains. Le papier tremblant avec un poids qu'il ne mérite pas. Son écriture, soignée mais précipitée, remplit la page comme si elle avait peur de quitter l'espace pour le silence. Je le regarde un instant, laissant la colère et la pitié tourbillonner dans ma poitrine. Je peux presque la voir à sa table de cuisine, un verre à vin à moitié vide, la même bougie brûlant qu'elle a toujours insisté a fait que l'appartement se sente comme à la maison. J'imagine qu'elle écrivait ceci, les larmes qui m'accolaient l'encre, le désespoir dans chaque boucle de ses lettres. Elle commence par « Je suis désolé ». Comme, cela est censé signifier quelque chose maintenant. Elle dit qu'elle est perdue. Dit, je l'ai fait se sentir en sécurité et elle a confondu cela pour ennuyer. Comme si c'était des excuses. Comme si chaque fois qu'elle me faisait petite n'était qu'un accident. Elle écrit sur les fêtes, les rires, le chat de groupe, comment elle n'a jamais voulu que ça allait aussi loin. Elle écrit qu'elle me manque, qu'elle travaille sur elle-même, qu'elle veut une chance de plus. Je m'assois là à ma table de cuisine, le soleil coulant à travers la fenêtre, mon café à la main. L'odeur de celui-ci me fonde, me rappelle que cet endroit, mon endroit, ne sent pas comme son parfum ou la bougie bon marché qu'elle a acheté en vrac. Ça me sent comme moi, comme l'air propre et pointu d'une vie que j'ai construite par mes propres mains. Je retourne la lettre et je l'ai religée. Mais chaque mot ressemble à une astuce. Un réseau soigneusement construit destiné à me ramener dans la vie que j'ai combattue si forte à quitter. Je vois la façon dont elle le signe. Amour, Cambria. Et ça me frappe comme une pierre. Elle ne sait même pas ce qu'est l'amour. Si elle le faisait, elle n'aurait pas ri quand elle m'a humilié. Si elle le faisait, elle ne vous aurait pas fait la femme de chambre avec des avantages, le personnage d'arrière-plan de ma propre histoire. Une partie de moi veut répondre pour écrire une lettre qui explique tout. Comment j'ai payé chaque facture, nettoyé chaque gâchis, transporté chaque fardeau qu'elle refusait de soulever. Comment j'ai tenu ma langue à chaque fête et je l'ai regardée briller pendant que je m'évanouissais. Comment j'ai souri quand elle avait besoin de moi, même lorsque mon propre cœur se brise. Mais j'ai réalisé que c'était ce qu'elle voulait. Une autre chance de s'expliquer. Une autre chance de faire de moi le méchant dans une histoire qu'elle a déjà réécrite trop de fois. Donc, je ne réponds pas. Je n'ai même pas fini de lire la lettre. Je le pose à côté du déchiqueteur. Je me tiens là pendant une seconde, ma main planant sur le bouton, mon pouce tremblant avec le souvenir de chaque fois qu'elle m'appelait ennuyeuse, chaque fois qu'elle roulait des yeux et me rejette. Ensuite, j'appuie. La machine est vie. La lettre glissant à travers les lames, les mots disparaissant ligne par ligne.